Il est vide depuis des mois, alors je génère des revenus, a expliqué ma sœur, me montrant 12 000 € de réservation. La famille a loué son esprit d'entreprise. Lorsque la plainte pour glissade et chute du premier client a déclenché l'enquête en responsabilité civile, son empire entrepreneurial a eu besoin d'un avocat en droit pénal. Le résultat a été. L'appel est arrivé un mardi matin alors que j'examinais les rapports trimestriels. La voix de ma sœur Vanessa avait cette qualité vive et théâtrale qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je t'appelle juste pour te dire que j'ai aidé avec le chalet, a-t-elle dit. Puisque tu ne l'utilises plus jamais, j'ai pensé le rentabiliser. J'ai déjà gagné 12 000 €. Tu pourras me remercier plus tard. J'ai posé mon café. Le chalet à Breckenridge était à moi. Acheté il y a 3 ans avec ma prime, titré uniquement à mon nom, l'hypothèque payée depuis mon compte. J'y allais 2 fois par mois pour le ski et la solitude. Que veux-tu dire par le rentabiliser? Airbnb, évidemment. Photos professionnelles, tarification dynamique, toute la stratégie. Déjà des avis 5 étoiles. Maman et papa trouvent ça brillant. Ma mâchoire s'est crispée. Vanessa, tu ne peux pas. Je ne peux pas quoi? Laisser une propriété de 600 000 € vide pendant que je suis noyé sous les prêts étudiants? C'est égoïste. Honnêtement, la famille est de la famille. Je t'enverrai le calendrier des réservations. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché. Le voilà. Mon chalet, listé sous le nom de la retraite montagnarde de Vanessa. 12 avis élogieux. 23 réservations à venir s'étendant jusqu'à la saison de ski. Elle avait photographié mes meubles, mes œuvres d'art, ma cuisine sur mesure. La description mentionnait propriété de patrimoine familial et expérience authentique du Colorado. Elle menait cette opération depuis 4 mois. J'ai appelé mon avocate, Patricia Chin, qui s'était occupée de l'achat du chalet. Sa voix est devenue vive et professionnelle quand j'ai expliqué. Ne la confronte pas tout de suite, a dit Patricia. Laisse-moi récupérer la police d'assurance et les registres de location. Si des clients y ont séjourné, nous avons besoin de la documentation de tout avant d'agir. Quel genre de documentation? Le genre qui montre la préméditation. Le genre que les procureurs apprécient. 3 jours plus tard, Patricia a rappelé. Ta sœur a déposé une demande de licence commerciale en utilisant l'adresse du chalet. Elle s'est inscrite comme propriétaire. Elle a collecté les taxes de séjour et les a déposées sur un compte à son nom avec l'adresse de la propriété. Elle ne fait pas que louer ta maison. Elle a construit toute une structure commerciale illégale autour d'elle. À quel point illégale? Fraude à l'assurance, évasion fiscale, utilisation commerciale non autorisée d'une propriété résidentielle, possiblement faux et usage de faux si elle a signé quoi que ce soit en tant que propriétaire. Et ça, c'est avant même d'aborder l'intrusion et le vol de service. Tu veux entendre la bonne nouvelle? Il y a une bonne nouvelle? Elle a payé tes primes d'assurance habitation depuis son compte professionnel. Cela crée une trace écrite montrant qu'elle savait qu'elle n'était pas la propriétaire, mais qu'elle voulait maintenir la couverture pour son opération. C'est la conscience de la culpabilité. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'on fait? Nous attendons. Elle a déjà commis plusieurs crimes graves. Mais si tu veux le genre de conséquences qui marquent, il nous faut qu'elle en commette un de plus. Il nous faut un incident qui déclenche une enquête qu'elle ne peut pas contrôler. L'incident est arrivé 6 jours plus tard. J'étais en réunion du conseil d'administration quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu du Colorado. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message était de Sandra Alvarez, experte en sinistre chez Mountain States Insurance. Monsieur Hartley, ceci concerne la réclamation numéro 447 à 923 pour votre propriété au 1847 Pinrest Drive. Un client a subi des blessures le 18 novembre et demande le remboursement des frais médicaux et des dommages-intérêts. Nous devons programmer une déposition. Veuillez appeler dans les 24 heures car il y a des divergences de propriété que nous devons clarifier. Je l'ai transféré à Patricia. Sa réponse est venue en 3 mots. Ça arrive. Parfait. Patricia s'est chargée de rappeler. Elle s'est présentée comme mon avocate, a confirmé ma propriété exclusive et a exprimé son choc que la propriété ait été utilisée commercialement.
Elle a demandé toute la documentation de la réclamation et les dossiers de la police d'assurance. L'enquête de la compagnie d'assurance a progressé plus vite que je ne l'avais prévu. En 48 heures, l'enquêteur principal Marcus Webb a appelé Patricia directement. Il m'a mis en conférence. Monsieur Hartley, a dit Webb, sa voix portant le professionnalisme plat de quelqu'un qui a vu toutes les arnaques. Votre sœur Vanessa Hartley a déposé cette réclamation en tant que propriétaire et titulaire de la police. Elle a fourni un contrat de location se nommant propriétaire, des factures de service public à son nom, et des photographies montrant sa résidence à la propriété. C'est intéressant, a dit Patricia. Puisque mon client a acheté la propriété en 2022, a effectué tous les paiements hypothécaires, paie toutes les taxes, et a l'acte de propriété à son seul nom. Mademoiselle Hartley n'a aucun intérêt de propriété. Silence. Alors, je vois. Et vous avez la documentation de cela. Une documentation complète. Acte de propriété, registres hypothécaires, relevés fiscaux, contrat d'achat, 3 ans d'historique de paiement, tout montrant la propriété exclusive de mon client qui n'a jamais autorisé une quelconque utilisation commerciale. Réclamation d'assurance ou opération de location. Plus de silence. Cela change considérablement la nature de notre enquête. Nous devrons impliquer les forces de l'ordre. Le montant de la réclamation est de 127 000 €. Frais médicaux, perte de salaire, et préjudice moral suite à l'effondrement d'une terrasse. Si mademoiselle Hartley a déposé une déclaration frauduleuse. Elle l'a fait, a dit Patricia. Et nous aimerions des copies de tout ce qu'elle a soumis pour notre propre action en justice. Patricia a reçu le dossier le lendemain. Je suis allé à son bureau pour l'examiner ensemble. Le dossier faisait 3 pouces d'épaisseur. Vanessa avait falsifié un acte de propriété se listant comme propriétaire. Elle avait créé des comptes de service public à son nom pour une propriété qu'elle ne possédait pas. Elle avait déposé des licences commerciales, collecté des taxes, maintenu une assurance sous de faux prétextes, et quand un accident s'est produit, elle a déposé une réclamation massive comme si elle possédait les lieux. Ce n'est pas un crime opportuniste, a dit Patricia, étalant les documents sur son bureau. C'est une fraude systématique et préméditée. Regarde la chronologie. Elle a créé la société à responsabilité limitée 4 mois avant de mettre la propriété en location. Elle a fait des recherches sur les lois de zonage, a demandé des permis, a créé un plan d'affaires. Elle a construit tout un faux portefeuille immobilier autour de ton chalet. J'ai pris l'acte falsifié. Ma signature semblait presque parfaite. Où a-t-elle appris à faire ça? Les tutoriels sur la fraude immobilière sont partout en ligne, mais la signature, elle l'a pratiquée. Tu vois ces photocopies derrière l'acte? Ce sont ses essais. Elle les a gardés dans le dossier. Les preuves montraient qu'elle avait pratiqué ma signature 47 fois avant de falsifier l'acte. Le grand livre fantôme a commencé à s'écrire dans mon esprit cette nuit-là. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé à documenter ce qu'elle avait réellement volé. Pas seulement de l'argent, mais quelque chose de plus difficile à quantifier. Thanksgiving 2022. Vanessa a proposé de surveiller le chalet pendant que je voyageais. Coup, la confiance. Chaque réunion de famille depuis, elle s'est assise en face de moi en sachant qu'elle me volait. Chaque texto demandant comment j'allais. Chaque carte d'anniversaire, tout n'était que comédie. Le bilan émotionnel a montré 18 mois de tromperie calculée, 47 dîners de famille où elle souriait tout en menant son opération illégale, 12 jours fériés où elle acceptait mes cadeaux tout en déposant mes revenus locatifs sur ses comptes. Patricia a déposé une plainte auprès du shérif du comté de Summit. La détective Rachel Morrison a pris l'affaire en raison des montants en jeu et de la qualité de la documentation. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, un espace exigu avec vue sur la montagne et des classeurs étiquetés par type de crime. La plupart des cas de fraude ont des lacunes dans les preuves, a dit Morrison, en examinant notre dossier. Ceci est différent. Elle a tout documenté. L'acte falsifié, les signatures d'entraînement, la structure de l'entreprise. Elle a conservé les archives de ses propres crimes. Ça facilite mon travail, mais je ne comprendrai jamais pourquoi ils font ça. L'arrogance, a dit Patricia. Elle pensait qu'elle ne se ferait jamais prendre. Elle pensait que son frère ne vérifierait jamais. Elle pensait que la loyauté familiale signifiait l'immunité. Morrison a hoché la tête. Nous allons commencer par un expert comptable judiciaire pour examiner la piste de l'argent. Ensuite,
nous interrogerons les clients qui y ont séjourné. Nous avons besoin de témoignages confirmant qu'ils croyaient louer auprès de la propriétaire. Après cela, nous la ferons venir. L'expert comptable judiciaire, David Chin, a passé 2 semaines à analyser les registres commerciaux de Vanessa. Son rapport faisait 47 pages. Le résumé était dévastateur. Revenus locatifs totaux, 43 700 €. Dépenses d'exploitation payées sur les revenus locatifs, 8 200 €. Prime d'assurance habitation, 3 400 €. Taxes de séjour collectées mais non remises, 4 100 €. Bénéfices nets déposés sur un compte personnel, 28 000 €. Elle avait volé près de 30 000 € et commis une évasion fiscale en plus de tout le reste. Les entretiens avec les clients étaient pires. Cette famille ont témoigné avoir réservé la retraite montagnarde de Vanessa, croyant que Vanessa possédait la propriété. 3 ont mentionné qu'elle les avait personnellement accueillis, faisant des visites et partageant l'histoire familiale du chalet. Un couple a dit que Vanessa avait pleuré en leur racontant que son grand-père avait construit l'endroit, promettant de le garder dans la famille pour toujours. Mon grand-père n'avait jamais été au Colorado. Le chalet était une construction neuve quand je l'ai acheté. Morrison a programmé l'interrogatoire de Vanessa pour le 12 décembre. Patricia et moi n'étions pas présents, mais Morrison a appelé après. Elle a tout nié au début, a dit Morrison. Puis nous lui avons montré l'acte falsifié avec ses signatures d'entraînement derrière. Elle a essayé de prétendre que tu avais donné une permission verbale. Nous lui avons montré les témoignages des clients sur le fait qu'elle se faisait passer pour la propriétaire. Elle a essayé de dire que c'était un malentendu. Puis nous lui avons montré les documents de création de la société à responsabilité limitée et le compte bancaire professionnel. Qu'a-t-elle fait? Elle s'est mise à pleurer. A dit qu'elle avait fait des erreurs, mais que la famille devrait pardonner à la famille. A dit que l'argent ne te manquerait jamais. A dit qu'elle le rembourserait avec le temps si seulement nous n'engagions pas de poursuite. Le défendeur classique dans une affaire de fraude. Minimiser, dévier, faire appel à l'émotion. Et maintenant? Nous soumettons le dossier au procureur. Avec ce volume de preuves, nous recommandons plusieurs chefs d'accusation pour crimes, fraude à l'assurance, faux et usage de faux, vol de plus de 25 000 €, dépôt de faux documents. Nous référons également l'évasion fiscale au service des enquêtes criminelles de l'IRS. Elle risque de 3 à 8 ans si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Ma mère a appelé ce soir-là, sa voix tremblante de rage. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Elle a fait une erreur. La famille pardonne les erreurs. Tu vas détruire sa vie pour de l'argent. J'ai senti quelque chose changer. Elle a falsifié ma signature 47 fois avant de la réussir, maman. Elle a pratiqué ma signature comme un projet artistique. Ce n'est pas une erreur. C'est de la préméditation. C'est ta sœur. C'est une criminelle qui m'a volé pendant 18 mois en s'asseyant en face de moi à ta table. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque réunion de famille, elle me volait. Et tu veux que je pardonne ça? Silence. Alors, tu as changé. Tu te souciais de la famille avant. Je m'en soucie toujours, ai-je dit. C'est pourquoi je lui apprends que la famille ne signifie pas l'immunité face aux conséquences. J'ai raccroché. Papa a appelé ensuite, puis ma tante, puis 2 cousins. La famille s'est mobilisée autour de Vanessa, me dépeignant comme vindicatif, cruel, impitoyable. Personne n'a mentionné les actes falsifiés, les signatures d'entraînement, la fraude élaborée, seulement que je détruisais la famille pour de l'argent. Je les ai tous bloqués. Le procureur a inculpé Vanessa de 6 chefs d'accusation en janvier. Son avocat a tenté de négocier, mais Patricia a mis fin à la discussion. Votre cliente a bâti une entreprise criminelle en utilisant la propriété de mon client. Elle a falsifié des documents légaux, commis une fraude à l'assurance et volé près de 30 000 €. Il n'y a pas de négociation. Allez au procès ou plaidez coupable. Vanessa a plaidé coupable de 3 chefs d'accusation en février, faux et usage de faux, vol de plus de 25 000 € et fraude à l'assurance. Le juge l'a condamnée à 4 ans, avec sursis à 2 ans, avec restitution de 43 700 € plus 18 000 € de frais de justice. Elle devrait également faire face à des pénalités de l'IRS et à un casier judiciaire permanent. La compagnie d'assurance a rejeté sa réclamation et l'a poursuivie pour déclaration frauduleuse. Le client qui avait été blessé l'a poursuivi personnellement.
Sa licence immobilière, elle en avait obtenu une pendant cette période, prévoyant de s'étendre, a été révoquée avant qu'elle ne puisse l'utiliser. 6 mois plus tard, je suis assis sur la terrasse du chalet à regarder la neige tomber à travers les pins. Le Bourbon est doux, l'air est froid et pur, et le silence est à moi. Vanessa s'est détruite en essayant de voler quelque chose qu'elle ne pourrait jamais posséder. Elle a bâti un empire sur des documents falsifiés et des signatures pratiquées. Elle a parié que la loyauté familiale la protégerait des conséquences. Elle a appris la différence entre la famille et l'immunité. Le chalet est à moi. Les comptes sont protégés. La famille est partie. Et je ne me suis jamais senti aussi en paix. Ils voulaient utiliser ma propriété pour construire leur fortune. Au lieu de cela, j'ai utilisé leur crime pour construire mes limites. La terrasse est solide maintenant. Réparée correctement par des entrepreneurs agréés, payés avec mon argent. Pas de raccourcis, pas de fraude, juste la propriété, claire et documentée, exactement comme elle devrait l'être. La notification est arrivée à 14h47 un mardi. Un courriel de la First National Bank. Objet, clôture d'hypothèque programmée. Votre signature est requise. Je l'ai lu 3 fois. Hypothèque sur l'entrepôt au 1847 Industrial Boulevard. La propriété que j'avais achetée il y a 6 ans avec l'argent de l'indemnisation de l'accident de voiture qui a tué mon mari. Le bâtiment que j'avais rénové seul, loué à 3 petits fabricants qui payaient 4 200 € par mois. L'actif que ma sœur Rachel savait que je possédais entièrement parce qu'elle m'avait aidé à célébrer le dernier paiement de l'hypothèque il y a 2 ans. Le courriel la listait comme co-emprunteuse. Moi comme co-emprunteuse. Refinancement de 800 000 € à 7,2% d'intérêt. J'ai appelé mon avocat, Marcus Webb, avant d'appeler Rachel. Ne la contacte pas, a dit Marcus immédiatement. Ne signe rien. Transfère-moi tout. J'appelle le service juridique de la banque tout de suite. Rachel m'a appelé 17 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Marcus non plus quand elle a appelé son bureau. La clôture était prévue pour jeudi à 10 h. Marcus a demandé tous les documents de prêt mercredi matin. La banque a obtempéré. Il voulait une clôture réussie après tout. 800 000 € en frais d'émission de prêt et intérêts. Marcus a étalé les papiers sur sa table de conférence. Demande de prêt me listant Rachel et moi comme copropriétaires depuis 2018. Contrat de société daté de 2018 avec les 2 signatures. Acte de renonciation de 2018 transférant 50% de la propriété à Rachel. Contrat d'exploitation pour la société à responsabilité limitée et Sisters Industrial Holdings avec les 2 signatures. Déclaration de revenus montrant les revenus de la société. Relevé bancaire montrant une activité de compte joint. 12 documents au total. 12 signatures supposées être les miennes. Je les ai regardées attentivement. Mon nom était correctement orthographié. Mais le J majuscule de Jennifer avait une boucle que je n'avais jamais faite. La queue du I minuscule courbée à gauche au lieu de droite. Falsification, a dit Marcus catégoriquement. La question est de savoir si la banque le sait. Il a appelé l'agente de crédit Patricia Moreno en haut-parleur. Mademoiselle Moreno, je représente Jennifer Hollis. J'ai besoin de clarifications sur la structure de propriété de l'entrepôt du boulevard industriel. Silence. Ensuite, nous avons la documentation montrant la copropriété depuis 2018. Contrat de société, transfert d'actes, déclaration de revenus, relevé bancaire. Intéressant, a interrompu Marcus. Parce que l'acte de propriété réelle du comté, enregistré et vérifié, montre la propriété exclusive de Jennifer Hollis à partir de 2019. Pas de transfert, pas de société, une seule propriétaire. Un plus long silence. Je vais devoir faire remonter cela, a dit Patricia prudemment. Oui, a convenu Marcus. À votre service de lutte contre la fraude, parce que la signature de ma cliente apparaît sur 12 documents qu'elle n'a jamais signés. C'est un crime de falsification. Et votre banque est sur le point de décaisser 800 000 € sur la base de revendications de propriété falsifiées. L'appel a pris fin. Marcus a immédiatement déposé une plainte formelle auprès de l'unité d'enquête sur la fraude de la banque, en joignant les registres de propriété vérifiés du comté. Jeudi matin, Rachel s'est présentée à la banque à 9h45. Ma mère est arrivée avec elle.
Ma tante Linda et mon cousin Derek aussi. Soutien familial pour la grande clôture. Je le sais parce que Marcus était là aussi, assis dans le hall avec une mallette. Le service de lutte contre la fraude de la banque nous avait invités tous les deux à y assister. Rachel portait un tailleur bleu marine, professionnelle, confiante. Elle avait un portefeuille en cuir contenant ce que j'ai appris plus tard être les documents falsifiés, sa preuve de copropriété. À 10h03, Patricia Moreno est sortie. Son visage était soigneusement neutre. Derrière elle se tenaient deux hommes en costume sombre. L'un était le conseiller juridique régional de la banque. L'autre était le directeur des enquêtes sur la fraude. Mademoiselle Hollis, Mademoiselle Chin, a dit Patricia formellement, utilisant le nom de femme mariée de Rachel. Nous devons discuter de certaines divergences dans la demande de prêt. Rachel a souri. Tout est en ordre. J'ai toute la documentation ici même. Nous devons discuter de ces documents dans la salle de conférence, a interrompu le directeur de la fraude. Toutes les parties présentes. La salle de conférence avait une longue table, des fenêtres donnant sur le centre-ville, une caméra pour documents connectés à un grand écran. Le directeur de la fraude s'est présenté comme étant David Park. Il a placé deux jeux de documents sur la table. Un jeu, les faux de Rachel, l'autre, mes registres de propriété vérifiés du comté. Commençons par l'acte, a dit David calmement. Il a placé l'acte de renonciation de Rachel sous la caméra. Ma signature falsifiée a rempli l'écran. Puis il a placé l'acte réel du comté à côté. Ma vraie signature, visiblement différente. Les boucles du J majuscule. Les queues du I. Les points de pression où le stylo a touché le papier. La confiance de Rachel a vacillé. Ce sont toutes les deux mes signatures, ai-je dit clairement. Le document du comté est authentique. L'autre est un faux. Ma mère a commencé à parler. David a levé une main. Continuons. Il a passé en revue les 12 documents. Contrat de société, signature falsifiée. Déclaration de revenus, signature falsifiée. Relevé bancaire de compte que je n'avais jamais ouvert, signature falsifiée. Puis David a placé un autre document sur l'écran. Un rapport de l'expert en documents judiciaires de la banque daté de ce matin-là. Analyse technique, différence de pression du trait, marque d'hésitation indiquant une copie plutôt qu'une écriture naturelle. Composition chimique de l'encre montrant que les documents avaient été créés récemment, pas en 2018. 12 signatures falsifiées, a dit David, créées au cours des 60 derniers jours sur la base de la datation de l'encre. Toutes tentant d'établir une fausse copropriété d'un bien évalué à 1,2 million d'euros. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de ma mère était devenu pâle. Rachel était assise, figée. Marcus s'est penché en avant. Ma cliente aimerait savoir comment cette demande de prêt a pu progresser si loin sans une vérification de base du titre de propriété. Patricia Moreno avait l'air malade. Nous avons vérifié la propriété par rapport aux documents fournis par Mademoiselle Chin. Nous aurions dû. Nous vérifions normalement avec les registres du comté, mais... Ma sœur est une cliente de longue date, ai-je dit doucement. Elle a 3 comptes dans votre banque, 15 ans d'historique bancaire. Vous lui avez fait confiance? David a hoché la tête sombrement. Ce qui en fait une fraude électronique, pas seulement une falsification. Utiliser des relations bancaires établies pour perpétrer une fraude à travers les frontières des États. Le FBI a compétence. Rachel a retrouvé sa voix. C'est un malentendu. Jennifer et moi en avons discuté. Elle a donné son accord verbal. Alors pourquoi falsifier des documents, a demandé simplement Marcus. Pas de réponse. Pourquoi créer de faux relevés bancaires, a-t-il continué. Pourquoi falsifier des contrats de société datés de 2018? Pourquoi aller si loin si vous aviez une permission verbale? Toujours pas de réponse. David s'est levé. Mademoiselle Chin, je suis obligé de vous informer que cette affaire est renvoyée aux autorités fédérales. Fraude électronique, fraude bancaire, falsification et vol d'identité. La banque gèle également tous les comptes associés à cette demande en attendant l'enquête. Quoi? Ma mère s'est levée. Vous ne pouvez pas geler les comptes de Rachel. Elle a une famille, des factures à payer. Les 800 000 € n'ont pas été décaissés, a dit fermement David.
Tous les comptes impliqués dans cette demande sont gelés en attendant l'enquête. Cela inclut le compte où les fonds auraient été déposés. Rachel avait amené ma mère, ma tante et mon cousin comme témoins de son succès. Ils ont vu son avocat de la défense être appelé à la place. Ils l'ont vu être escorté par la sécurité de la banque pour donner une déclaration formelle. Ils ont vu Marcus me présenter le rapport de fraude officiel. À l'extérieur de la banque, ma mère a essayé de me parler. « Jennifer, s'il te plaît. Elle a fait une erreur. C'est ta sœur. Elle a falsifié ma signature 12 fois, ai-je dit. Créé de fausses déclarations de revenus, de faux comptes bancaires, de faux documents de propriété. Ce n'est pas une erreur. C'est un plan. Elle avait besoin de l'argent. Son mari a perdu son emploi. Ils sont en retard sur leurs factures. Et j'aurais aidé, ai-je interrompu, si elle avait demandé. Au lieu de cela, elle a essayé de voler la valeur nette du bâtiment que j'ai acheté avec l'indemnisation de mon mari décédé. La propriété que j'ai rénovée seule tout en étant en deuil. Elle a essayé de mettre une hypothèque dessus à mon insu. Ma tante Linda s'est avancée. La famille pardonne. La famille ne commet pas de crimes fédéraux contre la famille, ai-je dit. J'ai appris plus tard que Rachel avait prévu d'utiliser les 800 000 € pour acheter un portefeuille de location de vacances, pas pour payer des factures, pas pour sauver sa maison, mais pour acheter des biens d'investissement avec de l'argent volé sur le mien. L'expert comptable judiciaire que la banque a engagé a trouvé plus. Rachel avait fait des recherches approfondies sur ma propriété. Elle connaissait sa valeur, ses revenus locatifs, son potentiel. Elle avait créé les documents falsifiés sur 3 mois. Elle avait ouvert les faux comptes bancaires lentement, déposant de petites sommes pour établir un historique. Elle avait déposé de fausses déclarations de revenus de société auprès de l'IRS, un crime fédéral distinct. Elle avait fait tout cela tout en dînant avec moi le dimanche, en me posant des questions sur mes locataires, en célébrant mon anniversaire. Le grand livre fantôme n'a pas de place pour la trahison. Dîner du dimanche auquel j'ai assisté pendant qu'elle planifiait la fraude, 11. Célébration d'anniversaire où elle m'a serré dans ses bras en portant des documents falsifiés, 1. Fois où elle m'a aidé avec l'entretien de l'entrepôt tout en évaluant la valeur nette, 6. Appel téléphonique où elle m'a interrogé sur mes finances tout en construisant son dossier, 23. Confiance offerte à ma sœur après la mort de mon mari, incommensurable. Maintenant, décembre. La banque a renvoyé Patricia Moreno. Son manquement à vérifier les registres du comté par rapport aux documents fournis a violé la procédure standard. Le prêt aurait été clôturé. 800 000 € auraient été décaissés. J'aurais découvert la fraude lorsque le premier avis de paiement hypothécaire serait arrivé. À ce moment-là, Rachel aurait été intouchable. L'argent dépensé, les propriétés achetées, la piste refroidie. Des accusations fédérales ont été déposées, fraude électronique, fraude bancaire, fraude postale. Elle avait envoyé des documents par la poste. Vol d'identité aggravé. Marcus a dit que l'accusation de vol d'identité aggravé à elle seule entraînait une peine obligatoire de 2 ans. Aucune possibilité de probation. Ma mère appelait tous les jours. Je ne répondais pas. Elle envoyait des lettres. Je les retournais sans les ouvrir. Elle s'est présentée à mon entrepôt. Je lui ai dit de partir ou j'appellerai la police. Elle voulait que je retire les accusations. J'ai expliqué que les accusations fédérales ne peuvent pas être retirées par les victimes. Le gouvernement poursuit. Elle voulait que j'écrive une lettre en faveur de la clémence. J'en ai écrit une en faveur de la peine maximale à la place. La mise en accusation a eu lieu 8 semaines plus tard. Rachel portait le même tailleur bleu marine. Elle a plaidé non coupable. Son avocat a soutenu qu'aucun préjudice n'avait eu lieu. Pas d'argent pris, pas de perte subie. Le procureur a montré les 12 documents falsifiés. A montré la chronologie de planification de 3 mois. A montré les faux comptes et les fausses déclarations de revenus. A montré la tromperie calculée. Caution fixée à 100 000 €. Rachel ne pouvait pas payer. Elle est restée en détention fédérale. Ma mère a hypothéqué sa maison pour payer la caution. Je l'ai appris par ma tante Linda qui a appelé pour me dire que j'étais sans cœur. Elle risque 5 à 7 ans, a dit Linda. Elle a 2 enfants. Ils ont besoin de leur mère. Elle avait 2 enfants quand elle a commis des crimes fédéraux, ai-je dit.
Elle a pensé à eux avant de falsifier ma signature, n'est-ce pas? Silence. Non, ai-je continué. Alors elle a valorisé des biens d'investissement plus que ses enfants. C'est de sa faute. Le procès est prévu pour le printemps prochain. Marcus dit que c'est une affaire gagnée d'avance. Les preuves scientifiques sont accablantes. L'avocat de Rachel négocie un plaidoyer de culpabilité. Des années de prison, une restitution, une libération surveillée. Ma mère a cessé d'appeler. La famille a cessé de m'inviter au rassemblement. Je suis la méchante dans leur histoire. La sœur qui ne pardonnait pas, qui a porté plainte, qui a détruit la vie de Rachel. Mais voici ce que je sais. Rachel a détruit sa propre vie au moment où elle a acheté des stylos de falsification et pratiqué ma signature. Elle l'a détruite quand elle a créé de faux relevés bancaires. Elle l'a détruite quand elle a vu 800 000 € et a pensé, cela devrait être à moi. J'ai simplement révélé ce qu'elle avait déjà fait. L'entrepôt est toujours à moi. Propriété exclusive, pas d'hypothèque, 3 locataires, payant 4 200 € par mois. Je rénove une 4e unité maintenant. La semaine dernière, j'ai engagé une nouvelle locataire, une petite entreprise de fabrication appartenant à une femme qui a quitté un mariage violent. Elle avait besoin d'un espace abordable pour se reconstruire. Je lui ai offert les 3 premiers mois gratuits. Elle a pleuré en signant le bail. Vraie signature, vraie larme, vraie gratitude. C'est ce que signifie la propriété. Pas la valeur nette, pas la valeur, le pouvoir de choisir qui bénéficie de ce que vous avez construit. Rachel a essayé de falsifier ce pouvoir. Le service de lutte contre la fraude de la banque a prouvé qu'elle ne le pouvait pas. Ma signature reste la mienne.